Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc à la présidence du programme de sécurité alimentaire mondial pour une année. Une élection qui témoigne de la confiance placée par la communauté internationale et les pays africains dans le leadership du Maroc dans les domaines liés à la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim au niveau régional et international. Quelles sont les priorités de la stratégie du Maroc en termes de stratégie alimentaire? Quelles attentes? Quels sont les défis auxquels le Maroc peut être confronté lors de cette présidence? C'est le sujet de ce soir et avec nous pour en parler, Monsieur Youmni, vous êtes expert en politique publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Myriam Khamichi pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir toujours. Réciproque, très bien. Alors le Maroc à la présidence du programme alimentaire mondial, quelles sont les attentes aujourd'hui? Premièrement, ce n'est pas une surprise que le Maroc accède à la présidence du programme alimentaire mondial en 2024. C'est pour une année. Et donc c'est Monsieur Youssef Balla qui va être à la présidence aux manettes. C'est un expert en matière de sécurité agricole. Alors, il faut savoir aussi que le programme alimentaire mondial, ce qu'on appelle le PAM, c'est presque 15 milliards de dollars. Donc, par année, c'est un budget qui est important pour l'aide alimentaire à plusieurs pays, surtout les pays en tension et les pays en guerre, où il y a des conflits armés. Il fait partie de l'ONU, mais il fait partie aussi du FAO, de l'Organisation agricole et alimentaire mondiale. Sauf que les subventions qu'il reçoit, ce ne sont pas des subventions institutionnelles comme le FMI ou la Banque mondiale ou d'autres. Ce sont des contributions soit d'État, soit des contributions privées. Alors, pour que le Maroc accède et puis qu'il puisse être élu à l'unanimité, parce que le Maroc a d'abord une trilogie dans ses compétences. Il y a une efficacité, il y a une efficience, puis une résilience. Ça a été toujours démontré, et ça a été surtout montré pendant la période du Covid, où le Maroc a montré qu'il était capable d'assumer sa souveraineté alimentaire. Et je pense que c'est une raison. Et puis aussi, le Maroc est un pays qui est capable de parler à tout le monde, et puis de trouver des solutions efficientes. C'est un pays dont la diplomatie, qu'elle soit économique ou la diplomatie politique, est capable d'apporter la solution au cœur du problème. Et ce qui est rare, surtout pendant la période qu'on vit. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui du Maroc pendant cette année 2024? Alors, ce qu'on attend du Maroc, d'abord, c'est un pays africain. Et vous savez que la plupart des personnes qui sont touchées par des problèmes d'abord de déficit alimentaire ou de famine dans certains pays, c'est des pays qui se trouvent dans le continent africain pour diverses raisons. Ça peut être lié au changement climatique, mais ça peut être aussi lié aux guerres. On peut prendre le cas de la Somalie, de l'Éthiopie, on peut prendre le cas, par exemple, de pays qui ont des difficultés d'insularité, comme le Mali, comme le Niger. Et puis, il y a des pays qui sont touchés par l'inflation, comme le Zimbabwe. Donc, on a à peu près... On va faire l'état des lieux dans un instant. 286 millions de personnes qui sont sur le continent africain. C'est 2 tiers des individus qui ont des besoins alimentaires. D'accord, dans le monde. Dans le monde, exactement. Très bien. Quelles seront, à votre avis, les priorités qui seront traitées par le Maroc aujourd'hui lors de cette présidence en termes de sécurité alimentaire? Si vous voulez, il y a 2 pôles. Il y a le pôle sécurité alimentaire et ce n'est pas celui, je pense, qui intéresse le Maroc le plus. Parce que si vous parlez de sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on va toujours panser les plaies. On va toujours aller apporter de l'aide, apporter des sacs de farine. Et je pense que le Maroc n'est pas dans cette philosophie, n'est pas dans cette optique. Alors l'optique du Maroc, c'est d'accompagner des pays africains, mais aussi des pays dans le besoin qui peuvent exister aussi en Asie ou en Amérique latine, à construire une souveraineté alimentaire. Vous savez qu'il y a 2 choses qu'on ne peut pas délocaliser. C'est la production agricole et l'alimentation. C'est-à-dire que les pays doivent produire. Donc, si vous devez attendre qu'un bateau arrive pour vous apporter votre alimentation, c'est que vous avez une existence en sursis. Donc, ce que veut le Maroc, d'abord à travers les initiatives de l'OCP, par exemple, mais aussi l'initiative du Maroc, c'est d'aider les pays africains qui ont des vrais problèmes à accéder à une certaine souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de produire, de faire de la production, de s'autosuffire d'abord, produire de manière parce qu'il y a 2 productions, si vous voulez, d'alimentation. Il y a l'agriculture
et puis l'agroalimentaire. Donc l'agriculture, c'est de planter des fruits, des légumes, et l'agroalimentaire, c'est de transformer. Donc je pense que le Maroc a envie d'accompagner certains pays, surtout ceux qui ont des revenus faibles, à commencer à transformer notre alimentation et de ne plus dépendre de l'importation. Vous savez, parce que dépendre de l'importation, le Maroc n'a jamais... La dernière famine que le Maroc a connue remonte à 1 siècle et 20 ans, 120 ans. Ça, c'est la dernière fois. En plus de ça, le Maroc produit ses besoins alimentaires et on voit que beaucoup de pays qui ont des tensions surtout sur les réserves de devises étrangères, s'ils ont des tensions, ils ne peuvent pas importer. Et surtout si vous n'avez pas de matières premières à troquer. Donc c'est un vrai problème pour... alors le vrai autre problème dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'entre 2000 et 2020, la population mondiale a augmenté de 2 milliards. Oui, dont une bonne partie en Afrique. Et entre 2020 et 2050, on va augmenter encore de 2 milliards. C'est-à-dire qu'on va passer de 6 milliards à 10 milliards. Donc on est un petit peu sur le toit du monde, avec 10 milliards d'habitants. Et pour rester dans cet Everest à 10 milliards, il faudrait produire de l'alimentation et il faudrait aussi pouvoir respirer. Donc, si vous voulez, le futur dilemme aussi, c'est comment on va produire de l'agriculture durable sans émettre beaucoup de dioxyde de carbone pour que la planète puisse continuer à respirer. C'est de vrais dilemmes. Et je pense que le Maroc est dans ça parce qu'il est en train de... Il est dans une transition énergétique, il est dans une transition économique, il est dans une transition agricole. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait appel à ses compétences et à son savoir-faire parce que c'est aussi un pays qui a un revenu intermédiaire. Donc, c'est un très bon exemple. Un exemple à suivre. Et justement, comme vous le disiez, vous avez parlé de la campagne agricole et plutôt de l'agriculture, qui est un petit peu le futur. Donc, à ce niveau-là, quand on parle de souveraineté alimentaire, mais avant de nous concentrer là-dessus, faisons un état des lieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est le continent le plus touché dans le monde par donc, cette insécurité alimentaire, notamment due à des conditions climatiques. Là aussi, tout ce qui est post-Covid, voilà. Post-pandémie, et puis les crises, comme vous l'avez dit, les conflits, les guerres qui existent sur notre continent. Donc d'abord, on fait l'état des lieux en Afrique. Ensuite, on voit ce qu'on peut faire, en tout cas au niveau agricole, pour pouvoir justement produire suffisamment pour toutes ces populations à venir. Alors, si on fait l'état des lieux, c'est que aujourd'hui, le plus gros des terres arables dans le monde, elles sont en Afrique. Donc, c'est paradoxal. Le plus gros de l'eau est aussi en Afrique. Alors, malgré les sécheresses. Malgré les sécheresses, parce que les sécheresses, c'est le Sahel. Par exemple, vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, c'est un pays où il y a le plus d'eau sur le continent africain. Donc, le problème du continent africain, c'est l'accès au développement, c'est l'accès à la technologie, c'est la transformation de son économie et c'est aussi sortir de cette dépendance. Et moi, je vais vous donner un exemple. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui veulent que ce continent sorte de la dépendance. Et je vais prendre l'exemple de la Turquie. La Turquie, sur les 10 dernières années, est passée du 15e exportateur de farine. Aujourd'hui, la Turquie est le premier exportateur de farine dans le monde et le deuxième exportateur de pâtes dans le monde. Et un des premiers marchés, c'est l'Afrique. Vous voyez, la farine, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, vous prenez le blé, une minoterie et vous avez la farine. Le problème, c'est que ce passage permet de multiplier le prix par 1,5. Donc, quand vous êtes un pays africain et vous dépendez de cette farine qui va venir de Turquie, qui va faire des milliers de kilomètres, donc ça pose un vrai problème. Donc, si on fait l'état de lieu aujourd'hui, l'Afrique a tout pour produire, d'abord pour être souveraine sur le plan alimentaire et aussi même de pouvoir exporter. Alors, ce qui manque, ce sont les outils. D'abord, les outils, le financement, le savoir-faire, la volonté politique et aussi un appui de transfert de technologie de la part de pays aujourd'hui qui sont des grands producteurs agricoles. Je peux prendre l'Union européenne, comme je peux prendre les États-Unis, comme je peux prendre le Brésil. Donc, il faut vraiment une volonté de faire un transfert de savoir-faire pour que ce continent ne soit pas dans les années à venir, 2050-2060, un problème pour l'humanité, mais une solution.
Donc, vous parlez d'une volonté au niveau de la communauté internationale. Internationale, bien sûr, mais pas alors je ne parle pas des sacs de farine. C'est pour ça que quand on parle de la sécurité alimentaire, alors d'abord, il y a deux mots, je pense, qu'il faut bannir. Le mot aide au développement. Ça, c'est un mot qu'il faut bannir. Parce que du moment qu'on est des humains, qu'on est égaux, on parle de migration d'investissement direct étranger de par le monde, avec de l'apport technologique, avec aussi de l'appui sur l'éducation, du capital humain. Si on veut faire de ce continent aussi un continent d'avenir. La deuxième, alors ce n'est pas le sac de farine et ce n'est pas l'aide au développement, mais c'est la transformation de ce continent pour qu'il soit plus autonome, plus souverain. Et vous savez que le Maroc n'a eu besoin de personne pour le faire. Quand le Covid est arrivé, le Maroc a réussi tout seul sa politique de vaccination, a réussi tout seul sa souveraineté. Et si vous le remarquez, à chaque fois à l'approche du mois de Ramadan, le gouvernement marocain a toujours déclaré les stocks. Les gens ne font pas attention. C'est les stocks de farine, les stocks d'huile, les stocks de dattes, les stocks de lentilles, les stocks de pois chiches. Il faut savoir aussi que beaucoup de matières qu'on consomme de manière alimentaire sont des matières premières. Les lentilles, c'est des matières premières. Ils ont un cours mondial, comme le blé, comme le riz, voilà, comme l'orge, par exemple. Et à ce niveau-là, en tout cas, le Maroc se suffit, comme vous l'avez dit. Le Maroc gère très bien. Le Maroc gère très bien. Si vous voulez, il y a peut-être 50 années de réformes différentes. Vous avez une réforme qui a visé d'abord de construire les institutions, plus les barrages, plus un travail sur l'éducation. Maintenant, il y a des réformes sur les infrastructures, mais aussi sur le financier, sur le monétaire. Aujourd'hui, le Maroc est une plateforme, si vous voulez, de développement qui réussit des choses, qui échoue dans d'autres choses, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le Maroc ne peut pas être cité comme un exemple dans un continent africain où il y a des difficultés. Vous l'avez dit également tout à l'heure, le Maroc est un acteur de premier plan aujourd'hui en Afrique, donc en termes de sécurité alimentaire. Comment peut-il partager aujourd'hui son savoir-faire et son expertise ? Alors, il y a peut-être trois exemples, et moi je pense qu'il y a le leadership d'abord de Sa Majesté le Roi. Et vous avez vu que sur les derniers voyages qu'il a fait sur le continent africain, à chaque fois, il y avait une main tendue, et puis il y avait aussi des dons d'engrais. Parce que c'est difficile de produire des produits agricoles sans engrais, donc il y a l'engrais. Deuxièmement, il y a ce chiffre, excusez-moi de vous interrompre, de 70% des engrais aujourd'hui en Afrique, en tout cas, qui viennent du Maroc, qui sont faits par l'OCP, mais aussi avec des prix préférentiels, ça les gens ne le savent pas. Deuxièmement, il y a aussi une qualification des terres arables, plus de 5000 hectares, c'est un premier début que l'OCP fait. Et puis aussi un transfert de technologie de la part de l'université Mohamed VI vers des pays africains, et aussi recevoir des stagiaires, recevoir des chercheurs pour partager les savoir-faire. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens dans cette initiative de gagnant-gagnant. Après, il y a autre chose que les gens aussi n'ont pas fait attention, c'est l'initiative atlantique du Maroc, d'ouvrir, si vous voulez, l'océan Atlantique pour aux pays qui sont insulaires. Sahel, vous savez pourquoi ? Parce que le coût de transport est très élevé, de la logistique. Donc, si vous devez faire transporter d'une mer et puis prendre la route, c'est astronomique. Donc ça va permettre à des pays d'abord d'exporter leur production et d'importer leurs besoins, et peut-être d'ouvrir des usines pour transformer parce que le plus gros dans la sécurité alimentaire, c'est l'écart entre la transformation et la matière brute. C'est là où ça devient difficile. En fait, même l'inflation dont on a parlé plusieurs fois, une des sources de l'inflation, c'est la transformation. Vous prenez une pomme, il n'y a pas d'inflation dans la pomme, mais dans le jus de pomme, il y a de l'inflation. Parce que c'est Donc, si demain l'Afrique est capable soit de produire du blé, soit si le Maroc aussi développe une industrie de production de farine pour l'exporter, je pense que les coûts vont être beaucoup moins que d'importer de la farine de pays plus lointains, puisqu'on peut transformer sur place ou produire des céréales sur place. Et justement, quelles sont les opportunités qu'ouvre aujourd'hui le marché africain, en tout cas, dans ce sens ? Alors, les opportunités, là aussi, je pense qu'il faut être très réaliste. Parce que le Maroc ne doit pas faire l'erreur que des Européens ou d'autres ont fait sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vider le continent africain de ses richesses pour les ramener et les transformer chez soi. Je pense qu'il faut travailler avec le continent africain pour deux raisons. La première raison, c'est que la première frontière de l'Europe, c'est le Maroc.
Donc, si nous avons des problèmes humains de migration importants, on sera les premières victimes. Donc, il faudrait travailler au développement. Il faut expliquer aussi aux pays du Nord que c'est ce qu'il faut faire. Donc, les opportunités du Maroc, c'est d'aller avec des investissements directs étrangers et de faire ce qu'il a fait ici. En fait, tu parlais des opportunités que peut offrir le continent africain. Vous l'avez dit, c'est un continent qui dispose de richesses énormes. Vous avez dit d'eau, malgré les sécheresses en tout cas qui semblent en tout cas se multiplier année après année dans certaines régions bien évidemment arides. Mais le continent africain, comment peut-il contrôler, on va dire d'une certaine manière, sa souveraineté alimentaire? Il faut avec toutes les richesses dont il dispose. Le continent n'a pas que l'eau, il a le soleil aussi. Ça veut dire qu'il y a des pays aujourd'hui où il y a des incubations, comme le Kenya par exemple, ou le Ghana, où vous avez des pompes solaires, où on va extraire de l'eau avec des pompes solaires. Mais c'est très désordonné. Donc le continent africain peut le faire s'il arrive à améliorer ce qu'on appelle la sustainability, c'est-à-dire d'avoir une agriculture soutenable, mais développement durable, l'agri-écologie, mais surtout d'avoir une agriculture plus... Vous voyez, au Maroc, on peut critiquer comme on veut, mais on a quand même de l'ordre. Ça veut dire qu'on a une agriculture structurée, qui n'était pas avant le plan Maroc vert, mais qu'il est devenu après le plan Maroc vert, parce qu'on a abandonné certaines cultures, on en a gardé d'autres. Pendant le Covid, on a regretté les céréales, mais après, à cause de l'inflation, là, ça s'est corrigé. Moi, je pense que le continent africain doit d'abord connaître quels sont ses besoins, mais il faut qu'il y ait de l'ordre politique dans la gouvernance, dans la gestion des régions, dans les politiques publiques choisies, de quoi on a besoin. Vous savez, il y a beaucoup de pays en Afrique subsaharienne qui ont beaucoup d'eau et qui importent du lait pasteurisé à 10 euros. Donc, pour vous, c'est une question d'engagement politique avant tout? Non, je pense que c'est une question de transformation de l'économie et c'est pour ça que je le dis, je le répète, le Maroc est un très bon modèle. Il faudrait s'inspirer, faire du benchmark. Qu'a fait le Maroc entre 1990 et 2020? C'est très simple. Vous voyez les images du Maroc en 1990, vous les voyez maintenant. Vous consultez les revenus des Marocains entre 1990 et 2020, les modes de consommation, et je pense que la transformation, donc il faut des fonds, parce qu'il faut prêter aux agriculteurs pour produire. Il faut aussi importer des outils de transformation, et puis il faut faire quelque chose de central dans la transformation de n'importe quel pays, c'est la substitution aux importations. C'est-à-dire dire, moi, je vais baisser mes importations de 60%. Donc, il faudrait que je produise en face. Tout ce qui peut être produit local doit se faire localement. C'est la relocalisation de l'agriculture. Il faut relocaliser l'agriculture, mais pour ça, il faut le savoir-faire, il faut la technologie, il faut les outils, il faut l'argent. Et ça coûte moins cher à long terme. Après, ça coûtera moins cher. Après, ça coûtera moins cher. Et selon vous, à quel défi risque justement d'être confronté le continent dans les 5 à 10 prochaines années? Alors, il y a un défi que tout le monde connaît. Alors, il y a 2 défis que tout le monde connaît. C'est le défi de la démographie et le défi du dividende de la jeunesse. Nous connaissons la même chose aujourd'hui au Maroc. C'est pour ça que notre chômage est à 13%. Donc, le défi de la jeunesse, le défi démographique. Ces 2 défis qui sont compliqués. Alors, le deuxième défi, c'est le défi... Quand vous dites la jeunesse, c'est en termes d'employabilité? Exactement, d'employabilité. Parce que ce n'est pas la même chose, la démographie et la jeunesse. Donc, d'abord, d'employabilité, de revenus. Après, l'autre défi, c'est que le continent n'a pas des matières premières inépuisables. Elles sont non renouvelables. Donc, peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, il n'y aura plus de matières premières dans ce continent. Alors, quelle est l'alternative? Pourquoi il n'y en aura plus? Les matières premières ne sont pas inépuisables. Quand on a de l'or, on ne l'a pas à vie. On l'a pour 30 ans. Il y a des pays qui ont du pétrole aujourd'hui qui en auront plus de 20 ans, dans 20 ans. Et peut-être dans 20 ans, on n'en aura plus besoin. Donc, les matières premières, elles sont épuisables. Donc, il faudrait préparer une alternative. Et moi, je crois que ça passe beaucoup par un modèle de gouvernance politique propre au continent africain, premièrement. Deuxièmement, c'est de mettre l'être humain au centre. Et puis la transformation, et ce qu'a fait le Maroc entre 1990 et 2020, et je vais insister sur ça, c'est que nous avons développé une politique de crédit monétaire. C'est qu'on a permis aux Marocains de s'endetter pour avoir un meilleur bien-être.
pour faire la même chose sur le continent africain, pour l'immobilier, pour l'agriculture, pour les véhicules propres, électriques. Donc on ne peut pas transformer sans une partie monétaire. Et cette partie monétaire, c'est par le biais du crédit. Et pour avoir le biais du crédit, il faut développer une économie formelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur beaucoup de pays africains. Notamment le Maroc. Et les infrastructures, elles sont au cœur du développement, il n'y en a pas assez aussi. Et quand on parle d'investissement aujourd'hui, quel rôle joue l'investissement privé? L'investissement privé, c'est lui qui pourra sauver, parce que l'investissement public est impossible dans certains pays africains, vu le niveau de la dette, vu aussi ce que fait la Chine avec ces pays, parce qu'elle les endette. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'investissement privé diversifié, du local, de l'étranger. Ça peut venir de pays du Golfe qui ont beaucoup de fonds, mais il faudrait que ce soit de l'investissement privé productif. Et là aussi, je reprends l'exemple du Maroc. Parce qu'on peut investir dans l'immobilier, construire des hôtels. On aurait pu faire du 100% touristique, non. Et il faut voir en fonction des secteurs qui peuvent fonctionner dans les pays, développer des choses et surtout dire comment on va freiner l'importation et comment on va avoir une souveraineté globale. Parce que si vous commencez à vous attaquer à la souveraineté alimentaire, forcément, il y a la souveraineté industrielle qui va arriver, il y a la souveraineté monétaire qui va arriver, mais on ne peut pas commencer par... il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur les pays africains qui sont contre le passé, mais c'est vers le futur qu'il faut se tourner, parce que je pense que le passé, il faut tourner la page. Se tourner donc aujourd'hui vers l'avenir, mettre le capital humain au centre de toute stratégie. Mais attirer de l'argent. Ce que fait le Maroc, peut-être pas, il le fait, mais on peut critiquer des choses. Mais je vous dis que moi, je suis à 75% satisfait de tout ce qu'a fait le Maroc entre 1990 et 2024 aujourd'hui. Un exemple donc à suivre et une expertise marocaine qui pourra certainement profiter à nos pays voisins, nos pays africains. Et ça sera le rôle du Maroc lors de cette présidence, n'est-ce pas, Monsieur Youmni? Oui, bien sûr. C'est sur ces dernières paroles que se termine cet entretien avec vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en politique publique. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Oui, merci d'avoir été avec nous. Donc, c'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.